Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette sixième édition maintenant des webinaires du CRESEB, la dernière de l'année. Donc, ça sera 1 heure aujourd'hui qui va être dédiée à une présentation des deux projets Fermadapt et Climavège, avec un petit focus sur les actions engagées pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Euh, on est en compagnie et je les en remercie pour ce webinaire d'Elisabeth Colmar, qui est chargée d'études énergie-climat à la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, et de Charles David, qui est lui chargé de mission eau à la Chambre d'agriculture de Bretagne également. Donc, ils vont faire une présentation donc, à 2 voix. On vous proposera des temps d'échange à l'issue de cette présentation. Donc, les questions pourraient être posées directement en levant la main ou via le chat. N'hésitez pas. Pour rappel, ces webinaires sont enregistrés, donc merci de bien couper vos micros. Et je pense qu'on peut démarrer. Donc, Charles ou Elisabeth, je vous laisse la main. Eh oui, merci Élodie, merci à vous tous. Donc c'est Elisabeth qui va commencer. Donc je te laisse la main, Elisabeth. Et tu me fais signe pour changer les diapos. Merci. Ça marche. Bonjour à tous. Donc oui, on va vous présenter nos deux projets sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette thématique de l'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'agriculture? C'est parce que c'est un secteur qui est totalement dépendant des conditions météo. Et donc, avec l'évolution du climat, on s'attend à plus de précipitations en hiver, moins de précipitations en été et des températures plus élevées. Donc, ça induit des impacts, que ce soit pour les animaux comme pour les cultures. Donc, on s'attend par exemple à des aléas comme plus de stress thermique pour les animaux, avec des impacts sur les performances des animaux, par exemple une baisse de la production laitière ou une baisse des performances d'engraissement. On s'attend aussi à des impacts sur les productions végétales, notamment par exemple une modification des dates des stades phénologiques et donc un décalage des cycles des cultures, ce qui fait que ça exposera les cultures à d'autres aléas que ceux auxquels elles sont exposées aujourd'hui. On s'attend aussi à plus de problèmes de sécheresse. Donc avec moins de précipitations en été et des températures plus élevées, ça veut dire plus d'évapotranspiration et donc moins d'eau disponible pour les plantes dans le sol et donc un impact sur la production des cultures. Cet aléa sécheresse, il impacte aussi les élevages, puisque la ressource en eau, elle est nécessaire aussi pour l'abreuvement et pour, par exemple, le nettoyage des salles de traite. Donc, une situation de tension sur la ressource en eau en été, qui est une ressource qui est indispensable pour l'agriculture. À l'inverse, sur les périodes hivernales, on va aussi s'attendre à des problèmes qui sont plutôt des problèmes d'excès d'eau, avec des précipitations plus importantes, et donc potentiellement des sols qui sont gorgés en eau et qui ont des problèmes de portance, et donc des agriculteurs qui peuvent ne pas pouvoir rentrer sur leurs parcelles avec du matériel agricole ou avec des animaux. Et donc, par exemple, c'est embêtant si on sait qu'on va avoir plus d'herbe qui va pousser en hiver avec le réchauffement climatique, mais potentiellement, on ne pourra pas valoriser cette herbe parce qu'il y aura trop d'eau dans le sol. Voilà, pas mal d'enjeux pour l'agriculture. Et donc, il faut qu'on puisse mettre deux types d'actions en place face à ce changement climatique. Donc, d'un côté, des actions d'atténuation pour limiter le réchauffement climatique, donc en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en stockant le carbone dans le sol. Donc, c'est un sujet sur lequel l'agriculture travaille déjà depuis pas mal de temps. C'est un secteur qui est pas mal pointé du doigt pour ses émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un secteur qui permet de stocker beaucoup de carbone avec les prairies et les haies. Et donc, ça fait pas mal de temps qu'on travaille sur ces sujets d'atténuation. Maintenant, il faut aussi qu'on travaille sur les sujets d'adaptation, puisque même si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, on sait qu'il y aura un réchauffement qui va continuer à se faire au moins jusqu'à 2050.
Donc, il faut qu'on puisse proposer des leviers d'adaptation pour que les exploitations agricoles soient moins vulnérables à ces évolutions du climat. Et donc, c'est l'objectif de nos projets Fermadapt et Climavège. Et donc, voilà, on intègre bien la ressource en eau dans ces projets, qui est une ressource indispensable pour l'agriculture. Et donc, sur la démarche, un peu, on l'a imaginé telle que elle est présentée ici, hein, sur comment on peut faire aboutir à l'échelle d'une exploitation à cette prise en compte de la capacité d'adaptation au dérèglement climatique, hein. Et donc, on a imaginé cette démarche un peu en paliers, là, donc, avec des premiers paliers qui vont plutôt concerner la connaissance de ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer en matière d'évolution climatique et agroclimatique sur la zone concernée. Et puis après, on est plutôt sur des étapes une fois qu'on a pris conscience qu'effectivement, il y a une certaine vulnérabilité de l'exploitation et un risque lié à des aléas qu'Elisabeth vient d'évoquer, c'est comment on étudie les conséquences, que ce soit sur les cultures, sur l'élevage, sur les pratiques, sur le système en lui-même, via des diagnostics de vulnérabilité. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail d'évaluation des potentielles conséquences, même si on ne connaît pas tout aujourd'hui, notamment sur l'évolution de la ressource en eau, on y reviendra un petit peu plus loin, c'est comment on travaille à des évolutions, des adaptations de l'exploitation, du système, des pratiques, avec deux paliers pour nous, hein, un court terme qui est plutôt de se dire comment on fait face, comment on est résilient. Alors, c'est le mot un peu à la mode depuis quelques temps, mais comment on fait face aux aléas climatiques, et notamment sur cette question de la ressource en eau. Et puis, à plus ou moins long terme, comment on anticipe des évolutions du climat plus conséquentes. Et là, on arrive sur des modifications qui vont être un peu plus profondes sur l'exploitation. Et donc, les deux projets Fermadapt et Climavège, ils ont pour ambition et pour objectif d'alimenter ces différents paliers pour permettre d'aboutir à des plans d'adaptation individuels, mais aussi peut-être à des échelles plus territoriales, comme on le verra par la suite. Donc, pour présenter les deux projets, déjà, globalement, ce sont deux projets qui sont menés sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, avec une complémentarité entre les deux projets, puisque Fermadapt est plutôt centré sur les systèmes d'élevage et Climavège sur les systèmes de culture. Le projet Fermadapt a pour chef de file le pôle de compétitivité Valorial, avec un copilotage de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et le projet Climavège a pour chef de file le pôle de compétitivité Végépolis Vallée, avec un copilotage Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Tu peux passer la diapo. Du coup, on va d'abord vous présenter le projet Climavège. C'est un projet qui a une majorité d'actions qui se déroulent dans les Pays de la Loire, mais aussi quelques actions en Bretagne. Et c'est un projet qui a trois grands objectifs. Donc, le premier, c'est de créer et de partager des connaissances sur l'évolution du climat dans le futur, de travailler sur la résilience des exploitations et de proposer des scénarios d'adaptation. Le deuxième objectif, c'est de tester des solutions innovantes donc, sur le matériel végétal, sur la conduite des cultures, le travail du sol et aussi sur la ressource en eau. Et le troisième objectif, c'est de partager ces résultats donc, avec les décideurs pour avoir une agriculture qui soit durable et solidaire. Donc, c'est un projet qui a, comme le projet Fermadapt, une volonté d'impliquer les agriculteurs dans tout le projet, en fait. Et donc, il y a un travail avec des groupes d'agriculteurs dans Climavège et dans Fermadapt. On est sur un projet, du coup, qui est centré sur trois composantes principales. La composante végétale, la plante, la composante sol et la composante eau, qui sont trois composantes qui fonctionnent ensemble. On est sur un projet avec plus de 80 partenaires qui a démarré en 2021 pour 4 ans. Et donc là, on va cibler sur les actions qui concernent la composante eau dans le projet.
Voilà, ouais, l'idée, ce n'était pas de balayer l'ensemble des actions, hein, mais on est bien dans le cadre de la thématique eau et changement climatique. Donc, on vous propose sur les 2 projets voilà, un focus sur les actions qui ont un lien avec la gestion de la ressource en eau. Et donc, le projet Kinuavej, lui, se spécialise, comme vient de le dire Elisabeth, avec un sous-projet spécifique qui est dédié à l'eau, mais plutôt à l'eau destinée à l'irrigation, hein. Bon, là, c'est assez logique aussi. Les Pays de la Loire irriguent, vous le savez, nettement plus que la Bretagne, mais on a aussi, nous, des sujets irrigation. Et c'est pour ça que la Chambre d'agriculture, en tout cas, et d'autres partenaires régionaux bretons sont partenaires de ce projet-là. Donc, il y a des tâches, voilà, les tâches 4.2, 4.4, 4.5, voilà, qui se rapportent directement à ce sujet. Les 3 premières là, sur lesquelles on ne va pas trop revenir, mais concernent vraiment l'efficience de l'irrigation, plutôt sur le maraîchage, hein. Donc, voilà, on est vraiment sur des cultures très spécialisées. Donc, on a aussi des travaux en station chez nous, à la station d'Auray. Donc là, on va vraiment être sur le pilotage à la parcelle de manière la plus précise possible pour éviter ou en tout cas utiliser l'eau de manière la plus efficace possible. Et donc, on va plutôt, je vais plutôt redétailler rapidement là, les 3 autres sous-tâches, donc plutôt à l'échelle de l'exploitation ou du territoire. Donc la 4.1 sur laquelle on est aussi associé en Bretagne, qui va être là plutôt sur un diagnostic de performance de l'irrigation, alors du prélèvement jusqu'à la goutte d'eau apportée dans la parcelle. Et là, on est vraiment sur quelque chose où on veut, enfin voilà, l'idée de la tâche, hein, c'est bien d'avoir un diagnostic technique là plutôt, avec des indicateurs de performance derrière, donc voilà, de savoir se situer en matière de performance d'irrigation. Donc on est vraiment sur une approche pour le coup très très technique. C'est des diagnostics qui n'existaient pas forcément aujourd'hui en France. Il y a d'autres secteurs qui le font, mais pas forcément de cette façon-là. Il y a une tâche 4.3 aussi qui nous intéresse. Alors, c'est aussi un sujet en soi, hein, voilà, vous connaissez, dont vous avez tous entendu parler certainement, sur les réserves d'eau destinées à l'irrigation. Il y a un travail sur l'acceptabilité et la multi-performance, on va dire, potentiellement de ces réserves d'eau. L'idée étant d'avoir déjà une typologie des réserves d'eau dites multifonctionnelles, d'aboutir à un guide technique de la création des réserves d'eau de stockage, dont un volet spécifique lié à l'enjeu biodiversité. Il y a aussi une action dedans qui est d'essayer en tout cas d'évaluer un peu mieux l'évaporation de ces plans d'eau. Alors ça, c'est une vraie question à l'échelle qui dépasse cette échelle-là, mais qui revient systématiquement sur ce sujet. Donc, il y a des essais aussi de voir comment on peut limiter cette évaporation avec des systèmes de couverture. Alors là, ça n'intéressera pas forcément toutes les réserves, mais il y a des choses qui sont travaillées dans ce sens-là. Et puis, voilà, la dernière action de cette tâche, c'est d'essayer de co-concevoir des réserves d'eau multifonctionnelles et efficientes. Alors, dit comme ça, voilà, on enchaîne des mots qui nous paraissent intéressants, mais il faudra regarder derrière voilà, à quoi ça correspond exactement. Donc, on ne l'a pas redit, hein, en préalable. Là, on vous présente les projets qui ont démarré il y a 1 an et demi. Donc, pour certains, il y a déjà des livrables, pour d'autres moins. Et donc, sur cette tâche-là, notamment, qui a démarré un peu plus tard, il n'y a pas forcément aujourd'hui de livrable en soi, mais les travaux ont démarré. Et puis la dernière tâche qui est aussi un intérêt, même si nous, en Bretagne, on est moins engagés sur notamment une gestion collective de l'eau, c'est donc là, on change un peu d'échelle aussi, hein, on est plutôt sur une échelle territoriale. L'idée, c'est d'essayer de voir la faisabilité, l'intérêt d'un dispositif de type paiement pour services environnementaux, où ils appellent ça des droits dérogatoires, puisqu'ils ont on va dire des quotas d'eau affectés à ces gestions collectives de l'eau sur certains territoires. Et donc, de regarder à partir d'un certain nombre d'indicateurs de gestion de l'eau, comment l'agriculteur essaye déjà au départ d'économiser l'eau et comment, en situation de sécheresse notamment, il peut adapter et piloter son irrigation. Il y a un score là d'éco-efficience qui serait mis en œuvre, pardon, avec une transmission quasi automatisée là, des données de prélèvement, et qui pourrait donner droit en fonction de l'effort que fait l'agriculteur de manière générale et du mérite. Alors, le mérite, c'est comment il adapte encore un peu plus ses pratiques dans des contextes hydrologiques notamment tendus. Voilà, donc ça amènerait à un score là d'éco-efficience de l'eau
qui pourrait donner lieu à des contreparties publiques ou privées, d'où les deux qui sont envisagés, avec un travail à une échelle territoriale. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs privés et publics qui sont engagés sur cette tâche-là. Nous, on n'y est pas directement impliqués, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est une démarche assez innovante en soi et voilà, il y a un intérêt à regarder, en tout cas, comment ils avancent sur ce sujet-là qui n'est pas simple. Donc, ils ont commencé là. Alors, 2022 aura été une année sans doute un peu assez particulière, hein. Donc, ils ont fait des serious games là, avec des agriculteurs sur ce sujet-là, un peu en conditions quasi réelles pour le coup. Maintenant, voilà, de mémoire, ils doivent être en train de construire, mais Elisabeth, tu me compléteras si je me trompe, de construire notamment toute la mécanique de scoring en fait, autour des pratiques et d'évaluer la potentielle mise en œuvre. Donc ça, c'est vraiment les tâches sur Climavège qui sont spécifiques à la gestion de l'eau, voilà, plutôt orientée irrigation. Très orientée irrigation, même si on ne les a pas détaillées, mais il y a tout ce qui est autour de la sélection variétale aussi, il peut avoir un intérêt pour la partie évitement de l'irrigation ou meilleure résistance au stress hydrique. Et donc, il y a aussi des liens très directs avec la partie eau. Voilà, donc je propose qu'on aille maintenant sur le projet Fermadapt, qui pour le coup un peu plus spécifique à la Bretagne. Elisabeth, je te repasse la main. Ton micro. Oui, c'est mieux avec le micro. Du coup, le projet Fermadapt, c'est un projet qui a aussi démarré en 2021, mais pour une durée un peu plus longue que Climavège, donc qui va durer jusqu'en 2025. Donc, l'idée dans ce projet, c'est d'avoir une phase de, on va dire, modélisation, prévision. Donc, c'est tout ce qui est comprendre l'impact du changement climatique sur les productions agricoles de Bretagne et de Pays de la Loire. L'idée après, c'est de proposer des leviers pour s'adapter, donc réduire les besoins en eau, sécuriser les cultures, améliorer le confort des animaux et adapter les bâtiments d'élevage. Et donc, une fois qu'on a ces leviers d'adaptation, on fait des tests en station expérimentale et chez des agriculteurs. Donc, on a des agriculteurs dans un réseau de fermes qui sont dans ce projet et certains agriculteurs peuvent être bénévoles pour tester des choses sur leurs exploitations. Et donc, on va suivre tout au long du projet ce qui est testé chez ces agriculteurs. Et l'idée, après, c'est que les résultats de ces tests viennent alimenter le reste du projet. Donc, on est sur un projet qui est vraiment centré sur les agriculteurs. On leur propose une démarche qui est d'abord de faire un état des lieux de la vulnérabilité de leur exploitation. Ensuite, on leur propose de co-concevoir des leviers d'adaptation, donc avec d'autres agriculteurs et avec des experts, et de tester des leviers d'adaptation. On est sur un projet avec 7 partenaires pour le volet breton. Donc, on a Valorial qui est le chef de file. On travaille aussi avec l'Institut du Port, l'INRAE, l'Institut de l'élevage, le laboratoire LETG donc, de l'Université de Rennes 2, le réseau FR-CIVAM et puis la Chambre d'agriculture de Bretagne. Du coup, on va vous présenter un peu plus dans le détail les différentes actions de ce projet. C'est un projet qui se déroule en 4 grandes phases. Donc, on a la phase acquisition de connaissances liées aux enjeux climatiques, la phase de création d'outils, la phase de détermination de leviers d'adaptation et, on va dire, la phase terrain. Tu peux passer à la diapo. Ouais. Donc, dans notre première phase qui est centrée autour de la compréhension de l'impact du changement climatique, on a différentes actions. Donc, on a prévu de faire une cartographie des zones agroclimatiques donc sur la Bretagne et les Pays de la Loire. On travaille aussi avec des indicateurs agroclimatiques. Donc là, en fait, on part des modèles climatiques qui vont jusqu'à 2100. Et à partir de ces modèles climatiques, on travaille à des indicateurs qui permettent de comprendre quels seront les impacts sur les productions agricoles.
Et donc là, par exemple, on a des indicateurs qui sont centrés sur la ressource en eau et quel impact, par exemple, les précipitations peuvent avoir sur certaines cultures. Ensuite, on a aussi une action donc là, qui est plutôt centrée sur les animaux, donc une veille sur les dispositifs de régulation thermique et d'alerte en bâtiment d'élevage. On a une tâche qui est de faire des fiches d'analyse de risque par zone agroclimatique. Donc là, en fait, l'idée, c'est sur chacune des zones agroclimatiques, analyser quels vont être les risques pour chaque production agricole avec le réchauffement climatique. Donc, on travaille à la même échelle que les prévisions climatiques, donc futurs proches et futurs lointains, donc ça va jusqu'à 2100. Donc, dans cette phase d'acquisition de connaissances, on a aussi le développement d'un modèle qui permet d'avoir des alertes sur le stress thermique en bâtiment d'élevage porcin. Ensuite, on a des travaux sur les leviers d'adaptation, donc capitaliser les leviers d'adaptation au changement climatique, donc que ce soit avec les experts des instituts techniques qui sont impliqués dans le projet, mais aussi avec les agriculteurs qui sont impliqués dans le projet. Et puis, on a une sous-action qui est de proposer des trajectoires d'adaptation par zone agroclimatique avec des études de cas. Donc là, en fait, on va se baser sur des exemples réels d'exploitation agricole. Et sur ces exploitations agricoles, on va proposer des leviers d'adaptation et les analyser. Donc, l'objectif, c'est de montrer des exemples d'adaptation qui soient concrets et qui parlent aux agriculteurs du territoire. Alors, du coup, en plus de ces actions-là, il y a une action spécifique qui était prévue d'entrée de jeu. Alors, je le redis aussi, enfin, je le dis là, c'est des choses qui étaient aussi prévues initialement dans un autre projet qui s'appelait Brazine, hein, qui devait émerger sur des financements live portés par le conseil régional. Bon, ce projet qui n'a pas obtenu le financement, ce qui fait que ça a retardé aussi un peu. On verra dans l'échange après, on pourrait nous dire qu'on démarre un peu tard sur ces sujets-là, mais voilà, c'est aussi une des explications. Et donc, dans Brésil, il y avait un volet eau, hein, dans le volet agricole, qu'on a repris en grande partie dans ce projet Fermadapt, et donc avec une sous-action dédiée qui s'appelle Gestion territoriale de la ressource en eau pour l'agriculture, qui visait notamment 3 choses, en tout cas dans sa première année ou sa première grosse année, on va dire, de faire un peu un tour d'horizon de la connaissance des usages de l'eau, notamment en matière de référence, et voire d'identifier, et ça on pourra en reparler aussi peut-être un petit peu plus tard, hein, sur les manques aujourd'hui en matière de connaissance des usages de l'eau, en particulier au niveau de l'élevage. On est on va faire un projet élevage sur cette question de l'eau, contrairement au volet irrigation. Voilà, ça, sans surprise pour vous, j'imagine, on est quand même un peu moins avancé sur ces éléments de connaissance. Et c'est vrai que voilà, en tout cas, cet état de la connaissance-là permet aussi de montrer là où il y a des lacunes aujourd'hui, et ça fera sans doute l'objet, mais dans d'autres cadres, de compléments de recherche sur cette question-là. Et puis le gros du sujet sur la gestion territoriale de l'eau, c'était de concevoir un module eau du diagnostic de vulnérabilité, que je vais détailler un tout petit peu après, et d'aller un peu plus loin que la seule notion de vulnérabilité. C'est vraiment d'avoir un diagnostic complet, multiproduction, sur les usages de l'eau en élevage, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. La question de la gestion de la ressource en eau était assez peu traitée en élevage, si ce n'est sous l'angle plutôt sanitaire, hein, jusqu'à présent. Voilà, et on sait tout ce qu'on a besoin d'avancer sur la connaissance des pratiques et des ressources utilisées en élevage. Et puis, donc, voilà, pour comment asseoir un peu le diagnostic, hein, un test était prévu auprès de 18 et même un peu plus, c'est pratiquement 36 exploitations qui ont fait l'objet d'un test. Et puis la dernière sous-action, alors que je connais moins, mais qui visait un peu à identifier s'il y avait de nouvelles opportunités, entre guillemets, hein, par rapport au changement climatique. On parle d'adaptation souvent sous l'angle négatif, mais il peut potentiellement y avoir aussi peut-être quelques adaptations positive entre guillemets, et notamment voilà, on entend tous parler de développement de la vigne en Bretagne. Voilà, ça peut faire partie des nouvelles opportunités, sous réserve de vérifier qu'on arrivera bien à récolter du raisin quand même plus d'une année sur 5. Voilà. Donc pour aller un tout petit peu plus dans le détail de ce qu'on
de ce qu'on réalise dans le cadre de cette tâche eau. Alors là, ce n'est pas tout à fait spécifique, Elisabeth en a parlé. On a un outil là, qui s'appelle AgriClim qui permet de simuler, de modéliser des indicateurs agroclimatiques dont certains ont un lien direct avec l'eau ou en tout cas le potentiel de consommation d'eau par les animaux ou par les cultures. Donc cet outil-là, ces indicateurs qu'on peut calculer sur 60 points de lecture en Bretagne, donc une maille de 8 km², je crois ça par point de mémoire, permet de sortir de manière un peu automatique, des indicateurs. Donc, notamment en bovin, quand on parle de nombre de jours d'inconfort des bovins liés aux conditions de température et d'humidité, c'est un indicateur de stress de l'animal vis-à-vis des conditions climatiques, mais qui peut derrière déclencher des besoins supplémentaires en eau, notamment en matière d'abreuvement et de refroidissement de l'air. Donc, c'est un lien aussi avec la gestion de la ressource. Et puis après, sur les cultures, on va trouver des choses un peu plus classiques en matière de bilan hydrique, de risque de sécheresse, de fréquence de jours sans pluie. Et voilà, chaque culture fait l'objet d'indicateurs spécifiques. Et ça permet, si je ne vais pas revenir dessus, mais sur l'escalier que je vous présentais dans la démarche d'adaptation au début, ça permet aussi de sensibiliser les agriculteurs en leur montrant clairement comment on peut évoluer certains de ces indicateurs-là. L'autre élément, une fois qu'on a pris conscience du risque climatique et des conséquences sur les cultures ou l'élevage, c'est de l'évaluer de manière un peu plus précise sur chaque exploitation. Et donc là, on a mis en œuvre, développé des diagnostics dits de vulnérabilité, plutôt sur la base de la situation actuelle de l'exploitation, avec des modules par grande production. Mais il y a un module eau spécifique qui est commun d'ailleurs Pays de la Loire, Bretagne, qui permet de prendre un peu conscience de ces points de sensibilité par rapport à cette question de la ressource en eau. Alors, on vous a mis là 2 exemples de rendu un peu. Le premier, ça doit être sur la partie port, et puis le deuxième, voilà, c'est ce qui ressort en résultat individuel sur le diagnostic de vulnérabilité eau. Ça permet d'illustrer de manière avec des questions assez simples, parce que c'est possible de le faire en autodiagnostic, et puis l'intérêt, c'est aussi de le faire en groupe derrière pour pouvoir s'en servir comme base d'échange. Voilà, ça permet de situer un peu si son exploitation est plus ou moins vulnérable, en tout cas à ce stade-là, par rapport à l'accès à la ressource en eau et les pratiques de l'exploitation. Ça, c'est le premier niveau sur la partie eau et vulnérabilité. Le deuxième niveau, là, je vais commencer à vous perdre, mais donc dans le diagnostic de vulnérabilité, il y a un premier niveau qui est vraiment, on part de la situation actuelle, et il y aurait un deuxième niveau, si on est capable de le faire, parce que ce n'est pas du tout évident, c'est de se projeter selon l'évolution du climat, et notamment en intégrant si possible l'évolution des ressources en eau sur le territoire, de réévaluer cette vulnérabilité-là à la lumière de ce que pourraient être demain les indicateurs sur son territoire proche. Bon, ça, c'est une ambition qui n'est pas encore totalement traduite. Et après, le niveau 2 du diagnostic, mais plus général, c'est vraiment un diagnostic, là, pour le coup, on va aller pousser sur la question de l'eau. Quelles sont les origines de l'eau sur l'exploitation, l'ensemble des équipements et des pratiques en lien avec cet usage de l'eau. La caractérisation des consommations actuelles par poste. On a 2 grands postes en élevage, l'abreuvement et le lavage de manière générale, mais on peut aller creuser derrière ça la façon dont ça se passe en matière de consommation. On compare en théorie, on compare à un calcul théorique, ça permet de situer un peu l'exploitation. Est-ce que je suis plutôt économe, plutôt gourmand en eau, et puis après, c'est de regarder les évolutions potentielles sur ces consommations d'eau et sur ces pratiques, et puis d'identifier des leviers d'adaptation. Donc ça, c'est l'outil aujourd'hui qui permet de faire ça. La réalité, c'est que déjà, et je le dis ici, d'avoir une caractérisation précise des consommations actuelles par poste, c'est quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui. Les éleveurs n'ont pas forcément cette connaissance précise-là. Donc déjà, le positionnement par rapport à un calcul théorique est un peu plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, l'outil, il existe. Il est quasi finalisé aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Donc ça, c'est un vrai apport aussi du projet FermAdapt. Et derrière ça, l'idée, c'est bien d'aller jusqu'au levier d'adaptation. Un diagnostic, ça ne suffisait jamais en soi. Et donc, il y a bien, ce qu'a dit un petit peu aussi Elisabeth, des tests de levier d'adaptation en ferme expérimentale, en lait et en porc. Donc ça, c'est des choses qui sont faites en complémentarité avec Climavège. Et surtout, là, la suite de FermAdapt dans les 12 années à venir, notamment, c'est on a constitué un réseau de 100 fermes en Bretagne qui vont travailler sur cette co-conception des leviers d'adaptation et sur la mise en œuvre. Et donc, il y a 2 groupes notamment qui sont mobilisés plus spécifiquement sur la thématique de l'eau.
à leur demande d'ailleurs, hein, pour certains, oui, à leur demande, en lien avec les collectivités concernées. C'est donc sur le territoire de La Roche-aux-Fées dans le 35 et Lamballe-Terre-et-Mer dans le 22. Et donc là, on va pousser la démarche en accentuant plutôt la question sur la thématique de l'eau avec ces deux groupes. Et puis, in fine, bon, il y aura tout un lot d'outils de communication et de fiches techniques qui en ressortiront. Et je te laisse du coup peut-être représenter cette partie groupe, Elisabeth. Oui, donc ouais, Charles parlait, présentait là les groupes qu'on a dans Fermadapt. Donc en fait, la plupart de nos groupes d'agriculteurs ont été constitués par production. Donc on a 4 groupes bovins-lait avec à peu près 10 agriculteurs dans chaque groupe. On a également des groupes d'agriculteurs qui se réunissent autour de sujets production végétale. Donc, on a un groupe grande culture, légumes, industrie, un groupe maraîchage, viticulture et un groupe arboriculture. Tout à l'heure, je disais que Fermadapt, c'était plutôt centré système d'élevage et Climavège, production végétale. Dans Fermadapt, on a quand même des groupes d'agriculteurs qui sont sur les thématiques du végétal parce que, en fait, ce sont des agriculteurs sur le territoire breton. Dans Climavège, on n'a que des agriculteurs qui sont sur le territoire des Pays de la Loire. Donc, comme ça, on a une complémentarité entre les deux projets avec des agriculteurs dans les deux régions. Et donc, nos deux derniers groupes Fermadapt, c'est des groupes territoires. Donc là, en fait, on n'a pas rassemblé des agriculteurs autour de leur production majoritaire. On a décidé de les réunir autour, par territoire, donc sur Roche-aux-Fées, Communauté et Lamballe, Terre-et-Mer. Et donc, comme dans ces groupes, ce ne sont pas des agriculteurs qui ont forcément les mêmes productions, ils travaillent autour de sujets qui les rassemblent, qui sont par exemple les sujets de la ressource en eau, qui est un sujet, surtout à Roche-aux-Fées, qui les inquiète beaucoup. Voilà, du coup, la diapo suivante, c'est la démarche qu'on propose aux agriculteurs dans ces groupes. Donc, la première étape, c'est de faire avec eux un état des lieux de leur perception du changement climatique. Donc, quels sont les aléas qu'ils ont pu rencontrer sur leur exploitation donc depuis qu'ils sont installés. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'évaluer leur vulnérabilité au changement climatique dans le futur. Donc, avec le diagnostic de vulnérabilité qui est constitué dans le projet Fermadapt et dans le projet Climavège. Et donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut réfléchir avec eux à des leviers d'adaptation qui soient adaptés à leurs exploitations agricoles. La troisième étape, c'est que ces agriculteurs se retrouvent autour d'un cas d'étude. Donc, l'idée, c'est de prendre un exemple d'exploitation agricole, donc si possible, une exploitation qui correspond au système majoritaire au sein du groupe. Et donc, de réfléchir à des leviers d'adaptation pour cet exemple d'exploitation. L'étape suivante, là, c'est un jalon qui est un peu libre. C'est en fonction des questionnements des agriculteurs dans chacun des groupes. Ils peuvent se retrouver faire une réunion autour d'un sujet qui les intéresse particulièrement. Donc là, ça peut être par exemple la ressource en eau. Et ensuite, la dernière étape de cette démarche, c'est de réunir tous les groupes ensemble pour faire une phase de restitution sur la démarche du projet. Et dans toute cette démarche-là, qui se déroule sur 2 ans, on peut avoir des agriculteurs qui mettent en place chez eux des leviers d'adaptation et donc faire un suivi dans chacun des groupes de ce qui est testé chez les agriculteurs et de qu'est-ce que ça donne. Et en plus de ça, les agriculteurs peuvent être amenés à faire des visites, par exemple, de stations expérimentales pour voir ce qui est testé. Voilà, du coup, pour résumer un petit peu
les deux projets, ce sont deux projets qui sont vraiment complémentaires. Donc, on a des actions qui sont communes entre les deux projets. Donc, tout ce qui est création d'outils de diagnostic de vulnérabilité et création d'indicateurs agroclimatiques. On a aussi donc, dans Fermadapt des groupes d'agriculteurs en Bretagne, dans Climavège des groupes d'agriculteurs en Pays de la Loire. Et dans les deux projets, on aborde les sujets de la ressource en eau. Donc, dans Climavège, on est plutôt sur l'irrigation et dans Fermadapt, on est plutôt sur les consommations d'eau en élevage. Voilà. Donc, on peut peut-être passer la diapo suivante. Ouais, voilà, on a mis là les coordonnées des personnes contact sur les deux projets. Donc, le chef de file du projet Fermadapt, les chefs de file du projet Climavège, et puis il y a aussi mon adresse mail pour la Chambre d'agriculture. C'est moi qui fais la coordination des deux projets. Voilà, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Charles. Non, juste rappeler qui finançait aussi ces deux projets-là, globalement. C'est important de rappeler les financeurs. Hop, j'arrête le partage du coup. Ah bien, merci beaucoup à vous deux pour ces présentations riches. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions parmi les participants? N'hésitez pas, soit à lever la main, soit à prendre directement la parole. Je regarde dans le chat, mais je n'ai pas de questions pour le moment. Alors, Béatrice peut-être? Béatrice, n'hésite pas. Il faut que tu branches ton micro. Je ne sais pas si tu m'entends. Ou Sylvie, alors, du coup. Ah oui, voilà. Ou Sylvie, du coup, en attendant peut-être. Sylvie? Oui, bonjour. Moi, je voulais avoir un retour. Je sais qu'il y a eu on n'a pas eu le temps de débriefer avec Mélina Inaoui. Je sais qu'il y a eu des diagnostics d'économie d'eau de fait sur commande, entre guillemets, du SMG 35 sur plusieurs exploitations, dont 12, si j'ai bien compris, sur le bassin versant de Couesnon. Du coup, je voulais savoir un petit peu quelle était la méthode utilisée et puis les résultats et quelle suite était donnée à ce travail. Comment ça croise en fait avec ce projet, avec ces deux projets-là? Donc oui, il y a une commande du SMG 35 d'aller rencontrer un certain nombre d'exploitations avec une clé d'entrée qui était d'aller voir des exploitations qui potentiellement étaient des gros consommateurs sur le réseau public. Et donc voilà, d'essayer d'aller voir un peu ce qui se passait chez eux. Donc après, le croisement avec Fermadapt, c'est qu'en fait, on est sur un outil quasi équivalent en fait, sauf qu'il n'y a pas forcément cette partie vulnérabilité qui est traité en même temps. Donc là, après, il doit y avoir aujourd'hui, on a dû en faire 20 ou 25 des diagnostics sur ce secteur du SMG 35. Donc la synthèse est en cours. On n'a pas fait avec les agriculteurs encore la deuxième étape qui est plutôt d'identifier les leviers d'économie, de recyclage, de réutilisation d'eau. Donc c'est quand même plutôt cette partie-là qui est la plus intéressante in fine. Et donc voilà, la synthèse, on a présenté une toute première synthèse au SMG là, il y a quelques semaines. Mais la démarche n'est pas encore totalement aboutie aussi pour présenter des résultats. Par contre, juste pour dire quand même ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà un premier enjeu, c'est de connaître les volumes d'eau qu'on utilise sur l'exploitation. Moi, je fais assez facilement le parallèle avec ce qui s'est fait avec l'énergie à un moment donné, y compris en agriculture, avec les besoins d'aller compter dans un premier temps pour pouvoir mieux mesurer et mieux regarder ce qu'on peut éventuellement économiser et ou utiliser de manière autre. Donc le travail est encore en cours. On a d'autres commandes d'ailleurs, d'autres collectivités sur ce sujet-là. On a une convention technique avec Aude-du-Morbihan aussi un peu sur la même question. On voit bien que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions et sur lesquelles on a de plus en plus de sollicitations et c'est logique, notamment après l'année qu'on a vécue. Mais je ne pourrais pas te présenter pour l'instant de résultats ou de synthèse précise, sachant que de toute façon, c'est le SMG qui sera le premier
Ouais, ok. Voilà. Et puis il y avait l'autre question, mais qu'on avait vu en parallèle dans le cadre de l'étude Des références, ouais. là, des références. Ouais. Où je pense qu'effectivement, il y avait une nécessité de remettre à plat. Ouais. Enfin, là, Alors, on est sur une ouais. évaluation indirecte, mais du coup, effectivement, à défaut d'avoir une évaluation directe de la consommation d'eau par les exploitants, ce serait bien de remettre à plat, du coup, les références. Enfin, Ouais. moi, j'ai eu des retours à chaque fois. Alors, je suis tombée là-dessus un peu par hasard en essayant de creuser des questions de scénario, mais visiblement, effectivement, les références en matière de consommation en eau, que ce soit pour l'abreuvement ou pour le nettoyage des bâtiments, sont sous-évaluées pour la partie bovine, en tout cas. Ouais, alors c'est vrai que c'est une question plutôt bovine et oui, il y a des choses sur lesquelles on a besoin en tout cas d'améliorer la robustesse des références, voire d'aller chercher de nouvelles références, parce que les choses ont bougé aussi depuis 10-12 ans que les références ont été en gros réalisées, voilà, notamment en matière de bâtiments, de matériel de traite, voilà, il y a des choses qui ont bougé. Donc ça, il y a des travaux qui vont se faire, mais à d'autres échelles, notamment avec l'Institut de l'élevage, il y a des choses en cours en fait sur ce sujet-là. Ok. Et du coup, l'Adréal, j'ai pas eu de retour moi, de Pascal Ferry, mais va lancer la démarche. Je n'en ai pas eu non plus, donc je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le besoin, il est identifié. Nous, on a, en fait, dans la suite de FermAdapt, on avait aussi prévu d'équiper, alors je ne sais plus, c'est 40 ou 45 exploitations avec des compteurs et des sous-compteurs connectés pour justement faire de l'acquisition de données. Alors, quelque chose qui n'a pas été retenu dans le financement là, 2023, mais voilà, on va essayer de reproduire ça ou en tout cas d'aller chercher un autre mode de financement. Mais on a besoin, oui, d'améliorer cette partie référence. Ouais. Donc, il y a des choses qui vont se faire. Je ne peux pas dire totalement à quelle échéance et avec quels acteurs, mais voilà, le sujet est bien identifié à différentes échelles, quoi. Ok. Merci. Marianne Billard. Oui, bonjour et Bonjour. merci pour cette présentation. Moi, c'était une question peut-être plus générale sur comment se sont passées les discussions autour des enjeux généraux sur la vulnérabilité, mais aussi sur l'objectif qu'on fait porter à l'agriculture de diminution des gaz à effet de serre et même de stockage de carbone. On est passé d'une mission de l'agriculture à nourrir le monde et maintenant... enfin, voilà, il y a aussi cet objectif-là qui s'ajoute. Et voilà, j'aurais aimé un retour, savoir comment c'était perçu ou reçu par les agriculteurs que vous avez rencontrés. Alors, Elisabeth, c'est une question compliquée. C'est vrai qu'on fait porter. Bon, il y a pas mal de demandes qui tournent autour de l'agriculture. Hein. Bon, effectivement, il y a la seule fonction nourricière. Aujourd'hui, on voit bien, voilà, on y ajoute un certain nombre d'autres fonctions, ou en tout cas de demandes. En tout cas, je sais que chez nous, il y a 2 ans maintenant, il y a eu un grand séminaire autour de justement de la question du climat. Les élus se sont positionnés sur l'agriculture comme source de solution à la fois à l'atténuation et à l'adaptation d'ailleurs. Maintenant, alors, comment c'est perçu dans les exploitations, Elisabeth, si tu peux compléter, parce que moi je suis moins sur cette question-là. Ouais, alors je ne vais pas forcément beaucoup sur les exploitations non plus, mais en tout cas dans le projet là, on est vraiment, on n'aborde pas forcément ces sujets de réduction des gaz à effet de serre, même si évidemment c'est des choses qui sont accouplées avec l'adaptation. Là, on est vraiment sur des projets adaptation au changement climatique et donc les groupes d'agriculteurs échangent autour de ces sujets d'adaptation. Et donc, on a des agriculteurs qui sont rentrés dans la démarche du projet FermAdapt parce qu'ils étaient sensibles déjà à ces sujets et potentiellement inquiets par rapport à ce qui les attend dans le futur. Donc, ce n'est pas forcément une contrainte qu'on leur impose, quoi. On a des agriculteurs qui sont rentrés dans le projet avec la volonté d'avoir des solutions pour être moins vulnérables par rapport au climat qu'ils vont avoir dans le futur. Du coup, les agriculteurs qui sont dans le projet, comment est-ce qu'ils ont été invités à rejoindre le projet, justement? Est-ce que de base, ils étaient tous déjà sensibilisés à ces questions-là ou est-ce que ça a été un peu plus divers comme participants? Alors, je
pense que la majorité était déjà quand même pas mal sensibilisée. Alors, je ne sais pas forcément comment tous les groupes ont été recrutés, mais par exemple, sur les 2 groupes territoires, il y a eu des réunions qui ont été organisées sur Chauffé et Lamballe pour présenter le projet, les enjeux autour du climat et proposer aux agriculteurs qui avaient participé à ces réunions de rentrer dans la démarche Ferme-Adapt. Donc, ouais, c'est plutôt des agriculteurs qui étaient déjà assez sensibilisés à ces sujets. Ok, merci. Merci. On a une question dans le chat de Franck Daniel. Alors, je ne sais pas, Franck, si tu veux prendre la parole, si tu peux, ou si tu préfères que je la lise. Je dois pouvoir la prendre si vous m'entendez. Oui. Ouais. Oui. Ouais, non, je posais la question de savoir comment l'élaboration de ces 2 projets avait pris en compte les enseignements des projets précédents sur le sujet. J'ai notamment en tête le programme Climaster, qui concluait notamment à l'intérêt d'opter pour plutôt des réponses dites sans regret, c'est-à-dire qui permettent une moins grande vulnérabilité des systèmes agricoles. Donc là, j'ai bien vu les aspects en fait de performance, mais peut-être un peu moins perçu les aspects de robustesse des systèmes d'exploitation. Est-ce qu'ils sont aussi intégrés dans les projets? Elisabeth, c'est à Alors, je ne sais pas forcément trop comment répondre à cette question. l'idée, en tout cas. Alors, moi, c'est pas le climat et pas forcément ma thématique de base, mais sur la robustesse, en tout cas, c'est vrai qu'on a parlé d'indicateurs de performance, ce genre de choses, mais quand on est bien sur une approche de vulnérabilité, d'essayer de co-concevoir avec les agriculteurs les leviers d'adaptation les plus adaptés, je pense que cette question de la robustesse, ils l'intègrent, entre guillemets, un peu par eux-mêmes. Parce que parfois, les actions dites sans regret, elles ne sont pas forcément sans regret pour tout le monde, et en tout cas pas forcément accessibles de manière évidente pour tout le monde. C'est vrai que quand on parle d'adaptation au changement climatique, on parle beaucoup aussi, par exemple, de la diversité des cultures, voilà, ce genre de leviers qui sont loin d'être évidents à être mis en œuvre. Et donc, je pense que le parti pris là dans Ferme-Adapt, c'est plutôt, on est vraiment sur cet aspect de co-conception. Et il n'y a pas de, on n'est pas dans l'indicateur systématique. Hein, vous voyez, dans ce qu'a présenté Elisabeth tout à l'heure, on avance un peu en marchant avec les agriculteurs. Donc, il n'y a pas d'a priori. Après, je ne sais pas exactement, moi, personnellement, comment Climastar a été intégré d'entrée de jeu sur la conception des projets. Mais ce qui est sûr, c'est que le volet eau a été relativement peu développé à l'échelle de l'exploitation jusque-là. Alors, en tant que ressource naturelle à l'échelle des territoires, on a un peu plus de recul. Mais donc voilà, donc c'est pas, désolé, c'est pas une réponse très précise à votre question, mais à moins qu'Elisabeth ait des compléments. Non. En fait, il n'y a pas nécessairement une ambition particulière qui est donnée dans les leviers d'adaptation qui pourraient être co-construits. En fait, il n'y a pas forcément. Ouais. On pourrait se dire a priori qu'on en connaît un certain nombre. Hein. Je veux dire, la cartographie des leviers d'adaptation, notamment dans le cadre du Varenne agricole de l'eau du changement climatique sur la thématique eau, il y a plus d'une centaine de leviers qui ont été identifiés, que ce soit à l'échelle de la parcelle, du bâtiment, de l'animal, de la conduite du troupeau, etc. etc. Donc on pourrait se dire, ah bah oui, tiens, c'est déjà nous, notre jeu en tant qu'experts, hein, bah, c'est ces leviers-là qu'il faut mettre en œuvre. Mais sauf que c'est pas le parti qui a été pris, là, c'est plutôt d'avancer en marchant avec les agriculteurs et de les accompagner dans un peu dans une conception, une prise de décision propre à leurs exploitations. Alors après, l'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, ce n'est pas forcément reproductible en tant que tel, surtout quand on parle des exploitations qui ont déjà peut-être un historique d'engagement sur ce genre de thématique-là, mais en tout cas, voilà, on n'a pas fait une liste des adaptations. Et sur la question de l'eau, c'est la même chose. Hein. On pourrait se dire beaucoup de choses qui ressortent autour de la récupération d'eau pluviale aujourd'hui, par exemple, en élevage. Pour nous, c'est loin d'être un levier qui est abouti, en tout cas prêt à être, ou robuste d'ailleurs, et prêt à être déployé de manière massive, quoi. Donc, c'est pour ça que les projets, là, ils vont nous permettre aussi d'asseoir un peu ça. Voilà. Merci. Il y avait une question d'Émilie aussi dans le chat de savoir comment est-ce qu'on accédait à l'outil AgriClim. Alors,
Alors, c'est un outil pour l'instant qui est un outil interne aux chambres d'agriculture Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Pour le moment, il faut passer par une de ces 3 chambres d'agriculture pour pouvoir avoir des extractions d'indicateurs sur des points donnés, quoi. Et l'idée, c'est que pour l'instant, on est encore en train de réfléchir à comment on va rendre accessible cet outil. L'idée, ce serait de proposer un système d'abonnement, mais pour l'instant, on en est encore à réfléchir à comment on va diffuser l'outil et le rendre accessible, quoi. Alors, Béatrice qui est revenue peut-être. Béatrice? Oh là là. Toujours pas. Non, on ne t'entend pas, Béatrice. On ne peut pas activer le micro. J'essaye, mais je n'ai pas l'impression que j'y arrive. Je peux pas. Peut-être tu peux écrire quelque chose dans le chat, je ne sais pas. Ça marche mieux. C'est pas très satisfaisant, je suis désolée. Juste en attendant, Sylvie, tu avais mis dans le chat aussi un petit message sur des indicateurs agroclimatiques qui étaient éventuellement développés dans un outil qui s'appelle Canary. Oui, il y a un outil en ligne qui a été développé par Solagro et le ministère de l'Agriculture, je crois, ce qui permet justement sur toute la France d'avoir accès aussi à des outils agroclimatiques qui utilisent les données du DRIAS et qui permet de se projeter sur différents indicateurs, voilà, un petit peu l'équivalent de ce que présentait tout à l'heure Charles. Et il y en a de nombreux, il faut aller voir, c'est assez intéressant. Bonjour, désolée, j'ai quelques soucis avec mon Zoom. Ah, ça marche, nickel. Du coup, j'avais une question. Les agriculteurs de la Rochefauffée et de Lamballe Terre et Mer qui se sont sentis plus intéressés sur la partie eau, c'est quoi comme agriculteurs? Plus des éleveurs, plus des irrigants Alors, je ne les connais pas tous par cœur, mais en tout cas, sur Lamballe Terre et Mer, il n'y a pas d'irrigants, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a quasi pas d'irrigation sur ce territoire-là. Et sur Rochefauffé, il doit y avoir un agriculteur qui dispose d'une réserve d'irrigation et qui ne l'utilise pas. Donc, en tout cas, dans les deux groupes, on est sur des éleveurs, hein. C'est clair, hein, ce sont des groupes d'éleveurs. Hein, ouais. Après, toute production, hein, il y a du lait, du cochon. Voilà, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, ce sont des groupes d'éleveurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, je m'interroge pourquoi ils se sont sentis plus concernés sur ces territoires que sur d'autres. C'est pas forcément qu'ils étaient plus concernés sur ces territoires. En fait, dans les autres groupes du projet, donc il y en a 9 au total, les autres groupes, ils ont été constitués par production et pas par territoire. On a ciblé que 2 groupes territoriaux, mais les autres groupes, c'est par production, mais sur toute la Bretagne, en fait. Il n'y a pas que sur Rochefauffé et Lamballe qu'il y a des agriculteurs intéressés par cette problématique. C'est juste que voilà, on n'a que 2 groupes qui ont été faits avec cette approche territoriale. Après, moi, je peux compléter. Bonjour, c'est Camille Gillard sur l'unité de gestion Vilaine-Est d'Eau-et-Vilaine. Sur le territoire de Rochefauffé Communauté, en fait, ils sont territoire à énergie positive. Donc, il y avait eu toute une série de réunions préalables plus largement sur le climat. Ils ont un PCAET assez solide sur lequel ils sont en train de faire le bilan à mi-parcours. Donc, ils sont assez concrets dans ce qu'ils font sur le climat. Et je pense que tout ce pendant action climatique en exploitation agricole, ça découle de là, en fait. Les agriculteurs étaient déjà présensibilisés via tout ce qui s'est fait avant. Et puis, bah oui, beaucoup d'éleveurs laitiers parce qu'on est sur le secteur de Retier avec l'usine Lactalis à proximité, quoi. Et juste pour compléter aussi, sur Rochefauffé, on a quand même des producteurs qui ont vécu une année assez tendue, en tout cas un été tendu, hein, qui ont été inquiets, le sont encore, hein, sur l'avenir de leurs ressources en eau aussi, sur leurs propres exploitations. Et sur Lamballe Terre et Mer, pour connaître
connaître bien ce territoire-là. On a aussi pas mal de recteurs qui sont déjà bien sensibilisés sur ces questions de l'eau de manière générale, alors plutôt sur l'angle qualitatif au départ. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'on a un public aussi d'agriculteurs qui sont, voilà, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, quand même plus sensibles que d'autres. Mais voilà, on aurait pu avoir d'autres groupes sur d'autres territoires. C'est pas qu'il n'y a que sur ces territoires-là qu'on va discuter de ce sujet-là, quoi. Après, sur le groupe de Rechauffée Communauté, on est aussi sur le bassin versant du Sémenon, qui connaît des étiages très sévères, c'est des sols superficiels, donc voilà, des sécheresses assez rudes. Ok, merci. J'aurais peut-être une question rapide. Je vois qu'il y a c'est une question sur le volet transfert du projet. En fait, il y a des solutions qui vont être testées avec les agriculteurs. Charles, tu parlais aussi de choses qui sont présentes en termes d'adaptation dans les conclusions du Varenne de l'eau. Et là, du coup, c'est des projets, on voit, qui sont pilotés par des pôles de compétitivité. Du coup, en quoi ça amène une réflexion? Est-ce qu'il y a un volet spécialement transfert de ces solutions d'adaptation qui seront développées, qui est prévu dans ces projets-là? Alors, c'est vrai que c'est pas le volet dont s'occupe spécifiquement la CRAB, j'imagine, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu sur ce rôle peut-être des pôles de compétitivité, où j'ai vu qu'il y avait des gens de chez VG-Police qui étaient connectés aussi? En tout cas, moi, sur le volet eau, juste pour dire, il était prévu initialement une série d'outils de communication. Alors, ce n'est pas tout à fait du transfert, hein, mais avec un guide technique sur la gestion de la ressource en eau, des fiches techniques sur les leviers, on va dire, qui vont le plus ressortir, des systèmes de webinaires et de portes ouvertes sur le sujet. Voilà. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui étaient prévues, donc qui ne sont pas encore réalisées, mais on verra comment on le fait. Et après, de manière plus générale, sur l'ensemble du projet, je ne sais pas, Elisabeth, si tu peux compléter. Oui, alors pour l'instant, on n'en est pas encore à cette phase de communication, mais effectivement, vers la dernière année du projet, on fera des événements pour communiquer les résultats du projet et on a prévu tout un tas de livrables qui seront diffusés à l'issue du projet. Pour l'instant, on en est plutôt au démarrage, voire mi-parcours des projets, mais on n'a pas encore abordé ces sujets de communication des livrables pour le moment. Ouais, je parlais en termes de communication, mais aussi d'appropriation des solutions testées par c'est un peu l'effet boule de neige aussi qui est attendu, j'imagine, puisqu'il y a ce fonctionnement en groupe. Donc du coup, il y a dans le même style que dans les réseaux défis, quoi. Mais c'était un peu aussi ma question sur comment on essaye de mettre un pied dans l'appropriation, au-delà de, on l'a vu avec les réseaux défis, il y a quand même un certain nombre de freins. Une fois qu'il y a certains agriculteurs convaincus qui mettent en place des choses, se transformer l'essai, c'est jamais trop facile. Et je me disais peut-être que là, ce volet était particulièrement développé du fait de la présence aussi des pôles de compétitivité. Mais enfin, je comprends bien que le projet n'en soit pas du tout à ce stade-là non plus. Ouais, et puis ça se croisera peut-être avec d'autres actions par ailleurs. L'idée du Varenne aussi, c'était d'aboutir à des plans d'adaptation régionaux au changement climatique sur le volet eau. Donc, c'est des choses qui vont être retravaillées là, en début d'année 2023. Donc, il y a peut-être des choses qui pourront se faire via d'autres canaux que les seuls projets Fin Adapt et Climavèche, quoi. Mais oui, je suis d'accord. À un moment donné, c'est bien d'identifier des choses dans les groupes si on ne se préoccupe pas de la façon dont on peut faire en sorte que l'appropriation soit faite par le plus grand nombre, ça a pas forcément ça a moins d'intérêt, quoi. Merci pour la réponse. On pourra y réfléchir ensemble aussi, peut-être. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat et puis on arrive au bout du temps imparti. Ça passe très vite. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup en tout cas pour vos présentations, Charles et Elisabeth. Pour information, sur le site du CRESEV, il y a 2 articles qui sont dédiés à ces 2 projets-là. Il y a aussi un article qui est donc dédié au webinaire en cours, là, sur lequel on mettra le replay, et puis un ensemble de ressources dont on a parlé là et potentiellement qui viendront aussi alimenter ces différents projets. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi de faire un autre webinaire dans le cadre de la vie de ces projets-là d'ici un an peut-être, ou en tout cas dès qu'il y aura des nouvelles avancées, des conclusions sur lesquelles on pourra peut-être effectivement communiquer. Je voulais juste vous parler de 2 prochains rendez-vous. Donc, le prochain rendez-vous webinaire CRESEV, ce sera le 6 janvier, donc avec un temps d'échange autour des résultats du projet Berceau. Autre temps aussi intéressant, peut-être, c'est la journée régionale d'échange que le CRESEV
organise le 12 janvier prochain sur la thématique des pesticides. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et puis, écoutez, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année parce qu'on y arrive. Et puis, et on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup en tout cas à tous.